Nos invités autour de cette table ce soir, notre consultant Sébastien Pache, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour la rédaction. C'est Jérôme Créta qui nous accompagne. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et notre invité, Johan Djourou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir invité. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes revenu en Suisse en début d'année pour subir une opération. Comment se passe votre convalescence? Beaucoup mieux. Écoutez, ça va bien. C'est un petit peu long, donc je vais prendre le temps de bien me soigner pour être prêt pour l'été, mais c'est très positif. Tout se passe bien. Je suis entouré de bonnes personnes, de ma famille, de mes amis, donc tout se passe pour le mieux. On est content de vous voir, en tout cas sans béquilles aujourd'hui. Exactement. Ça fait quelques jours que je les ai enlevés, donc c'est cool. Parfait. On va profiter de votre présence dans la prochaine heure pour parler avec vous de votre carrière, de l'actualité et puis de vos projets futurs également. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Johan, on le sait, le club de vos débuts, c'est pas Servette, c'est pas le Carouge. Exactement. Mais vous avez certainement un regard particulier sur le FC Servette. Totalement. Et je pense aussi sur le football roman en particulier, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on manque un petit peu à l'appel. Et c'est vrai que de voir Servette remonter, ce serait beau pour le football roman et pour Genève surtout. Comme je suis de Genève, c'est vrai que ce serait magnifique de voir de nouveau les Grenats en Super League et espérons que ça se concrétise. Avec beaucoup de questions de nos téléspectateurs qui vous sont adressées, Johan, à ce sujet. On va y revenir tout à l'heure. Avant cela, Jérôme, on fait le point complet sur les résultats et le classement de Challenge League. Oui, alors il y avait tout d'abord un match vendredi soir entre Ville et Winterthur qui a vu donc la victoire peut-être un petit peu surprise du FC Ville sur le score de 1-0. Deux parties hier, le match nul 0 partout entre Lausanne et Haro, la victoire de Kriens sur Rapperswil 2-1 et puis on l'a vu, Servette a battu Chafouz sur le score net de 6-1 alors que Vaduz s'est imposé face à la Lanterne Rouge, le FC Castres sur le score de 1-0. Au classement, on retrouve donc Servette avec 8 points d'avance devant le Lausanne Sport qui compte maintenant donc 1 point de plus que le FC Winterthur alors que maintenant c'est le FC Chiasso qui ferme la marche derrière Rapperswil. Merci Jérôme pour cette page de Challenge League. Johan Djourou, vous disiez, vous avez commencé à Étoile Carouge, mais non, avant ça, il y avait encore Champel. Est-ce que je me trompe? Vous bien renseigné. Revenir à la base des bases. Mais depuis que vous êtes de retour en Suisse, vous allez suivre le Servette FC, vous allez voir les matchs? J'ai pas eu encore l'occasion d'aller au stade, malheureusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire dans le prochain futur, parce que comme j'avais les béquilles, je voulais pas trop me déplacer. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu plus mobile, donc avec grand intérêt, j'aimerais bien aller une fois voir un petit peu au stade de Genève comment ça se passe. Dès que les températures aussi seront un petit peu plus agréables. Exactement. Et sans béquilles, ce sera bien mieux, ça c'est certain. On a dit Champel, Carouge, vous avez fait un détour aussi jeune par l'ASF de Payerne, avant de partir à 16 ans seulement en direction de Londres, où vous avez rejoint Arsenal. 16 ans, c'était il y a la moitié de votre vie. Aujourd'hui, vous en avez 32. Ça fait bizarre de se dire ça quand même. Qu'est-ce que ça vous a apporté de partir si jeune, Johan? Énormément en fait, mais je pense que je m'en suis rendu compte plus tard. C'est vrai que le fait d'être parti aussi jeune m'a déjà éloigné de ma famille, de mes amis. Donc c'est-à-dire un cocon familial où j'étais à mon aise, où j'étais habitué. Donc je devais un petit peu... Le fait d'être parti si jeune m'a en fait permis de me prendre en charge plus rapidement et de savoir ce que je voulais vraiment, sans avoir forcément l'accord de mes parents pour me dire... bien joué, bravo, ou non, c'est la faute de celui-ci ou de celui-là. J'ai dû en fait prendre mes propres vérités en face et regarder de moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû analyser mes propres performances, on va dire le futur, le chemin que je voulais prendre tout seul. Et ça, c'est des choses qui m'ont en fait beaucoup apporté pour la suite parce que justement, je ne devais compter sur plus personne, entre guillemets, c'était sur moi-même et je devais me surpasser pour essayer de rivaliser avec ceux qui étaient devant moi. Aujourd'hui, vous l'entendez sans doute régulièrement, les observateurs du football, souvent sur ce plateau d'ailleurs, disent que les jeunes partent trop jeunes à l'étranger. Comment vous expliquez que pour vous, ça a fonctionné comme ça si bien? Je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Je pense que c'est aussi un petit peu la personnalité de la personne qui fait la différence. Je pense que pour moi, c'était clair depuis très très jeune que mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel et je savais que j'avais des plus grandes chances en intégrant l'école de foot, entre guillemets, d'Arsenal que de rester à Carouge ou peut-être même d'aller à l'époque à Servette ou à Bâle. Mais c'était pour moi, en fait, de me dire que j'avais des chances, de toute façon, si je n'arrivais pas à Arsenal, de revenir en Suisse ou après d'aller dans un club un petit peu moins huppé qu'Arsenal en Angleterre. Mais je dois dire que du moment où je suis parti, on va dire le doute de ne pas y arriver n'a jamais été dans mon esprit. C'est une question de volonté? Je pense que c'est de la volonté. Puis après, il y a aussi bien sûr le facteur de chance, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est à la maison, on est bien accompagné. Est-ce que la réalité est tout le temps vraiment ce qui se passe pour de vrai? Est-ce qu'on se pose des bonnes questions? Je ne suis pas toujours sûr. En tout cas, le fait
que je suis parti aussitôt m'a permis à moi de me poser les bonnes questions et m'a permis justement de fleurir en tant que joueur que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aujourd'hui a 15-16 ans, qui commence à faire ses premiers pas dans le football et qui est appelé par un club à l'étranger, en 2019 précisément? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire que les choses ont un peu changé parce qu'on sait qu'on peut être remplacé par des sommes faramineuses d'argent assez rapidement. Aujourd'hui, les clubs ont des radars un petit peu partout en Europe. Mais pour moi, en tant que, si je pourrais donner un conseil, c'est vrai que je dirais qu'il faut suivre notre rêve. Notre rêve, c'est de jouer dans les plus grands clubs et non pas, même s'il y a des étapes à passer, pour certains qui sont plus rapides que pour d'autres, je dirais que le fait de partir jeune, on apprend aussi beaucoup. C'est-à-dire que oui, les structures aussi sont bien améliorées en Suisse, il faut le dire. On a maintenant des structures qui permettent dans les clubs de faire plus de travail qu'on ne faisait pas forcément avant. Par exemple, quand nous, on avait la filière Payern qui nous a aussi aidés à nous développer. Aujourd'hui, elles sont en club, donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Mais le fait d'être en compétition, en concurrence avec des joueurs de qualité, je n'ai pas qu'il n'y en a pas en Suisse, mais de haut niveau, qui se frottent à la Première Ligue ou à la Bundesliga, c'est quand même un écran au-dessus. Évidemment, donc 10 ans sous le maillot d'Arsenal, 140 fois précisément que vous allez le porter. Qu'est-ce que vous gardez du football anglais? Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, parce que c'est vraiment, pour moi, c'était la crème de la crème, on va dire. C'était, en tant que jeune, d'arriver là, de côtoyer des gens comme Thierry Henry, Denis Bergkamp, Robert Pires, qui étaient en poster dans ma chambre. Hein. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai que le fait de les côtoyer tous les jours à l'entraînement, dans le vestiaire, pendant les matchs, c'est des choses que, franchement, qui sont inoubliables. Et s'agissant du football, précisément, de l'engagement physique, peut-être, qui est différent? Aussi, la vitesse, on va dire, de moment où il faut vraiment prendre une décision rapide. Il faut être intelligent. On apprend. J'avais aussi un coach extraordinaire qui donne la confiance aux jeunes. Donc ça aussi, c'est un point important. C'est que le concept, pour moi, était assez clair. J'avais quelqu'un qui allait m'accompagner, qui allait me donner ma chance à un bout d'un moment. Donc on savait un petit peu le plan de carrière. Mais c'est vrai que le championnat anglais, avec tous ses supporters, tout cet engouement, tous ces stades pleins, est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et cette carrière aussi liée avec cet entraîneur, Arsène Wenger, c'est assez rare finalement de passer autant d'années ensemble. Il a quitté après 22 ans, je crois, à la barre d'Arsenal. Quel souvenir vous garderez de ce grand monsieur? Encore une fois, que des bons. Je lui dois énormément à ce monsieur, parce que c'est vrai que donner la chance à un gamin de 17 ans qui vient d'Étoile Carouge, donc même pas Bâle ou Servette, et de se dire qu'il a le talent pour y arriver, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que je le remercie tous les jours, parce que c'est une anecdote que je me répète souvent, mais c'est vrai que le jour où il m'a dit qu'il voyait en moi le potentiel de réussir, on peut le voir, mais le croire, c'est encore autre chose. Et lui, il le voyait, il y croyait. Donc c'est ça qui a fait on a fait un très long parcours ensemble et qui m'a donné la chance d'évoluer au plus haut niveau. Et vous l'avez prouvé, hein, ce talent. Aujourd'hui, vous suivez encore Arsenal? Toujours. Vous savez qu'ils sont en train de jouer? Oui, bien sûr, contre Manchester United. Granit a marqué, bien Absolument, sûr. Granit Xhaka, but de Granit Xhaka. Vous les avez vus aussi, j'imagine, jeudi dernier contre le Stade Rennais? Aussi. Alors, un mot quand même sur cette surprise? Oui, écoutez, surprise, oui et non, parce que je vais vous dire que franchement, Rennes, même si dans le championnat français ne sont pas au mieux, c'est une équipe qui a des joueurs qui sont talentueux, des jeunes joueurs. Et je savais très bien qu'en se propulsant vers l'avant, ils allaient poser des problèmes à Arsenal, et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Vous pensez qu'ils vont pouvoir renverser la vapeur? Je l'espère. 2-0 à la maison, c'est faisable. Donc j'espère vraiment qu'Arsenal va pouvoir, avec une victoire déjà aujourd'hui contre Manchester, reprendre confiance et se qualifier pour la suite. À propos du match qui est en train de se dérouler actuellement, il y a un téléspectateur, Richie, qui nous a posté une question. Vous souvenez-vous du match entre Arsenal et United? C'était en 2011. Il y avait eu un 8-2. Il vous demande si vous vous souvenez de la réaction de votre coach. Je me rappelle la réaction du coach, oui, qui était plutôt, on va dire, sur ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. C'est-à-dire qu'on avait pris 8-2, on avait bien commencé le match. Et c'est vrai qu'après, on s'est un peu effondré. Chaque joueur sur le terrain a perdu confiance et c'était difficile aussi pour le coach qui était quand même le meneur d'hommes, qui n'a pas réussi forcément. On dira toujours que c'est la faute du coach, mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense que les joueurs doivent aujourd'hui prendre des responsabilités sur le terrain. Mais c'est vrai que sur ce jour-là, personne n'a trouvé la clé pour aller vers l'avant.
En tout cas, voilà, Richie, merci pour la question. Il y en a d'autres encore qui viennent après, encore un peu de patience. Donc après Londres, Johan, vous partez pour l'Allemagne, 100 matchs de Bundesliga, puis la Turquie, puis récemment l'Italie. Quel est le championnat qui vous a le plus impressionné? Je dirais l'Angleterre. Je dirais l'Angleterre et l'Allemagne derrière. Je pense que ce sont les deux championnats qui ont encore aujourd'hui le plus gros rythme. Et on va dire aussi au niveau de la qualité qui est plus élevé. C'est-à-dire que l'Angleterre, pour moi, reste quand même le championnat phare. Parce qu'il y a tant d'équipes qui peuvent justement gagner le championnat. Et quand on descend un petit peu, quand on va en Allemagne, eh ben ça devient un petit peu plus restreint. On a Dortmund, on a le Bayern. Des fois, une surprise avec quelqu'un qui arrive à rentrer et gagner le championnat. Puis après, en Italie, aujourd'hui, c'est la Juve. À l'époque, il y avait l'Inter, il y avait Milan, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis en Turquie, ça reste sur les grands qui sont Galatasaray et Beşiktaş. Et quand vous étiez à l'étranger, est-ce que vous gardiez un œil sur le championnat suisse et la Super League particulièrement? Souvent, c'est vrai qu'on avait Bâle, on le suivait souvent parce que c'était toujours en Champions League, donc on avait toujours un petit peu l'œil sur la Super League. Mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de club roman, c'était un peu compliqué pour nous, en tant que Romans, d'essayer de trouver notre équipe dans la Ligue. Donc, on regardait un petit peu d'un œil un petit peu plus lointain parce que, justement, il n'y avait pas forcément l'équipe qu'on pouvait soutenir. À part que, je vais dire quand même, Young Boys à cause de Steve Van Bergen, que j'adore. Donc, ça, on regarde quand même. Johan, IB domine en long et en large ce championnat suisse, comme l'a fait Bâle durant plusieurs années. Où est-ce que vous situeriez ces Young Boys dans un grand championnat dans lequel vous avez joué, par exemple en Première Ligue? Écoutez, c'est toujours difficile à dire, parce que je pense que d'analyser un championnat suisse avec une Première Ligue, c'est quand même deux mondes différents. Et je pense que où on peut toujours avoir une bonne référence, c'est quand on regarde ce qui se passe en Champions League. De voir comment un club suisse se débrouille, jusqu'où va un club suisse. Et aujourd'hui, on a vu IB être avec des cadors, on va dire, entre guillemets, quand même dans le groupe, et qui n'a pas réussi à, même s'il y a eu des bonnes performances, n'a pas réussi à passer le premier tour. Donc je pense qu'aujourd'hui, AIB est une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années, avec des joueurs qui sont, comme on prend Djibril, qu'on prenne Kevin, avec des joueurs d'expérience comme O'Haro et puis Steve, qui ont vraiment, depuis ces dernières années, beaucoup progressé. Mais jusque-là, pouvoir les mettre au même niveau que même un Burnley ou qu'une équipe comme ça de mid-tableau ou de fin de tableau en Angleterre, de niveau de l'intensité, en fait, je parle. C'est vrai qu'il y a des joueurs, mais au niveau de l'intensité, je pense que le championnat suisse n'est pas encore au niveau de l'intensité. Ça manque d'opposition, en fait. Aussi, déjà. C'est vrai que déjà, on n'a pas forcément tous les week-ends un match contre une équipe comme Everton ou comme, on va dire, Liverpool, où on peut se dire, là, justement, ils surfent sur le championnat, ils sont tranquilles parce que, justement, même Bâle a régressé. Donc aujourd'hui, Young Boys est l'équipe phare du championnat suisse. Mais ils le méritent. C'est pas quelque chose que je dis. Ils ont travaillé pour en arriver là. J'aimerais revenir sur un joueur des Young Boys dont vous avez déjà parlé à 2 reprises, là, en à peine 3-4 minutes. Il s'agit de Steve Van Bergen. Vous avez évolué avec lui en équipe nationale à 20 reprises. Exactement. Est-ce que c'est votre partenaire chouchou de l'équipe nationale? Steve, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai appris à le connaître, vraiment, et on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est vrai qu'on a eu toujours un petit peu... À un moment, c'était lui, à un moment, c'était moi, et à un moment, on s'est retrouvés ensemble. Donc c'est vrai que Steve, c'est quelqu'un avec qui je prends encore contact aujourd'hui. C'est quelqu'un que, comme je l'ai dit, j'apprécie beaucoup, dû à sa simplicité. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que parce qu'on est footballeur, on se prend pour d'autres. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui a gardé les pieds sur terre et qui a fait quand même une carrière remarquable. Donc c'est vraiment pour ça, on se comprend très bien. Et je peux dire que du bien de Steve. C'est l'occasion, Johan, d'évoquer un petit peu votre carrière internationale. 13 ans déjà que vous portez le... Pardon, je vous vieillis, je vous dis que ça fait déjà depuis la moitié de votre carrière c'est comme que ça, vous avez commencé à jouer. 13 ans que vous portez le maillot de la Nati, 76 sélections, 3 Coupes du Monde, 2 Euros. Si vous deviez garder qu'un souvenir de ce parcours incroyable, c'est compliqué, je sais, mais le souvenir le plus marquant de votre carrière internationale? Est-ce que j'ai le droit à un joker quand même? Ouais, 2. Allez. Alors bien sûr, la première apparition, les débuts en Écosse, qui était pour moi le début d'une grande aventure. Et ça, je ne peux pas ne pas le citer. Et le deuxième moment fort, c'était la Coupe du Monde au Brésil. Et je pense surtout à ce match contre l'Argentine, qui était extraordinaire et que malheureusement on perd. Mais sur la performance, c'était vraiment une des meilleures performances que je pense qu'on avait réalisées en équipe. Messieurs, vous étiez, j'imagine, devant votre écran, vous rejoignez meilleure performance de l'équipe de Suisse face à l'Argentine?
Certainement un des, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, ça nous a fait vibrer, ça c'est certain. Ouais. C'est sûr. On en a eu plusieurs ces derniers temps, faut dire. C'est clair. Johan, l'équipe de Suisse, elle est toujours dans vos plans aujourd'hui? Écoutez, si je vous réponds franchement, aujourd'hui, comme je l'ai dit à tout le monde, c'est que aujourd'hui, mon énergie est concentrée sur ma convalescence. C'est-à-dire que je vais revenir et après, on verra. Mais si je ne ferme aucune porte. C'est-à-dire que si j'arrive à revenir au niveau où on me connaît, ben, ça viendra avec. Mais sinon, on verra. Ce n'est pas quelque chose que je me dis aujourd'hui, je veux absolument rester en équipe de Suisse. Il y a des très bons jeunes qui sont là. Je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup respecté dans l'équipe, mais si ça ne va pas, j'arrêterai aussi sans problème. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir où je me situe déjà physiquement et mentalement dans quelques mois. On peut savoir quelle a été votre dernière conversation avec Petkovic? Vous lui avez parlé depuis votre... Oui, on se parle même très souvent. C'est vrai qu'il m'a appelé avant l'opération. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est dur de donner des certitudes après justement une opération et surtout, entre guillemets, aussi la situation que je n'ai pas de club aujourd'hui. Mais c'est une situation aussi voulue parce que je voulais prendre le temps justement de me soigner sans avoir aucune pression d'un club ou de dirigeant. Donc, comme je l'ai dit, je me remets en forme, je me reconditionne et après, tout est nouveau ouvert. Dans un monde parfait, pour vous, l'ambition, c'est d'être de retour aux affaires pour le début de saison prochaine? Exactement. L'ancien international défenseur qui avait évolué longtemps en Angleterre, Stéphane Anchaud, à la tête de Neuchâtel Xamax, ça vous évoque quoi, Johan? De le voir entraîneur de Neuchâtel Xamax? Écoutez, ça montre que Steph est un passionné et qu'il a envie on va dire, de partager son savoir-faire et son expérience qu'il a vécue justement en Angleterre. Et je pense que ça marche à voir le résultat d'hier. C'est vrai qu'il lui reste encore pas mal de boulot pour être sain et sauf. Mais je pense que le fait de vouloir justement donner et partager avec les plus jeunes ou aussi avec ceux qui n'ont pas forcément vécu l'expérience qu'il a vécue, c'est toujours quelque chose de bon. Pendant la pause hivernale, votre nom a beaucoup été évoqué en Romandie, notamment du côté de Neuchâtel Xamax. Oui. Christian Bingli nous l'a dit, il a eu contact avec vous. C'était une piste sérieuse? Je veux dire, franchement, j'ai rencontré le président, M. Bingli, à sa demande. C'était quelque chose qui était prévu comme ça. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui respecte tout le monde, je ne ferme aucune porte, donc c'était quelqu'un que j'ai apprécié. On a eu une très très bonne discussion au téléphone, donc j'ai fait le déplacement pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Après, que ce soit sérieux ou pas, c'est difficile pour moi de vous dire aujourd'hui que j'allais signer vraiment avec Xamax par rapport à la situation du club et par rapport aux choses, je pense honnêtement pas. Mais c'était le fait de rencontrer, de montrer que je m'intéressais quand même au projet. Finalement, ça ne s'est pas fait. Vous avez suivi donc cette intervention qui datait. Hein. Vous aviez besoin d'un break juste maintenant, Johan? Je pense que c'était important. Je pense que tout s'est très bien déroulé tout au début de ma carrière. C'est vrai que c'était honnêtement un fleuve tranquille, j'ai jamais eu aucun souci. Et c'est vrai que là, avec le changement en Turquie qui s'est très très bien passé, où j'étais vraiment très très content, mais il y a eu des problèmes de finances, donc j'ai dû repartir. Et après en Italie, où j'avais des pépins récurrents, je me suis dit, bon, au lieu de faire une intervention rapide pour revenir et on ne sait pas comment on va se sentir, on prend les 6 mois qu'il y a, on fait tranquille, et aussi mentalement. C'est-à-dire que le corps a des fois aussi besoin d'une petite pause, d'un petit break pour justement repartir encore plus fort. Donc toutes les portes ouvertes, pas de souhait particulier, pas de rêve spécial de votre côté par rapport à un éventuel nouveau club? Je dois vous dire franchement que je vis de ma passion, c'est quelque chose dont... Et je rêve encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que mon corps va me dire où aller. C'est aujourd'hui vraiment le seul problème, on va dire, entre guillemets, qui peut être un problème sur la suite, c'est le corps. C'est-à-dire que si le corps ne suit pas, on a de la peine et il faudra peut-être revoir un petit peu les options. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment je suis en bonne forme, je reviens, donc tout est ouvert. Comme je dis, je ne vais pas me mettre de rêve impossible non plus. Je suis quelqu'un qui garde quand même les pieds sur terre et on verra où ça me mène. En tout cas, les téléspectateurs de Téléclub Romandie se tirent la bourre sur les réseaux sociaux pour savoir si vous allez aller à Servette en Super League, à Xamax qui va se maintenir en Super League ou à Sion. Ça aurait de la gueule quand même, Johan Djourou, sur une pelouse de Suisse romande. Sachez-le, et comme ça le message est passé de la part de tous nos téléspectateurs. Quoi qu'il en soit, ce petit break, ça vous permet de faire un petit peu d'autres choses. Johan, vous avez notamment cofondé l'entreprise Athletes Stance. Est-ce que je
prononce correctement? C'est juste, bravo. Parfait. C'est une société qui produit des petites vidéos très bien faites, avec des sportifs un peu dans leur intimité. C'est très bien produit, c'est très bien réalisé. Et vous vous livrez vous-même de manière très personnelle là-dedans. Je voudrais prendre un petit peu de temps pour en parler avec vous, notamment par rapport à votre adoption. On voit aussi vos filles magnifiques et votre épouse, 4 femmes sublimes dans votre entourage dont vous profitez pendant ce break. De vos valeurs aussi. C'est quoi le projet avec cette société? Bah justement, c'est ça le but. Je pense que vous l'avez très bien, en fait, vous avez très bien dit ce qu'on veut faire. C'est vraiment, on veut montrer ce côté un petit peu plus privé, plus interne de la vie du sportif, que ce soit footballeur, basketteur ou même UFC, par exemple. C'est vraiment de rentrer dans ce monde un petit peu privé, de famille, de préparation, on va dire aussi d'aspect mental, parce que c'est vrai que des fois, on oublie souvent que le mental est une chose qui est très très importante dans le monde du sport et que si un joueur ou une personne n'est pas bien mentalement, ce sera difficile d'avoir des performances. Est-ce que vraiment les athlètes sont enclins à le faire, sont enclins à se livrer? Ça dépend avec quel média, ça dépend quelle plateforme on leur donne. Aujourd'hui, on leur donne justement, c'est leur plateforme. C'est-à-dire que le sportif ou la personnalité se dévoile de la manière dont elle le veut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, je ne te pose pas une question pour que tu me répondes de la manière dont je veux que tu me répondes. Tu réponds à la question comme tu veux. C'est-à-dire que du moment comment tu te sens et de ce que tu vois, la perspective de ta vie ou de ta carrière, tu nous la racontes comme tu la veux. Vous qui prônez ces valeurs de bienveillance, d'égalité, d'espoir, est-ce que c'est compliqué parfois de lutter pour ces valeurs-là dans un monde qui est celui du football en 2019 où tout n'est pas toujours très rose et très tendre? C'est clair que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut garder ses valeurs. Je pense qu'il faut garder sa propre personnalité et ne pas se faire influencer par quelle que soit la situation ou le problème. Et c'est justement aussi là qu'on veut en venir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un milieu compliqué. On sait que c'est un milieu où des fois on est influencé par des grosses sommes d'argent ou par rapport à d'autres choses qui tournent autour. Mais la personnalité de l'individu, c'est ce qui nous importe et c'est ce qu'on veut mettre en avant justement, de voir qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont encore les pieds sur terre et qui continuent à justement être simples, même si aujourd'hui quelqu'un d'autre de l'extérieur va peut-être le voir comme arrogant, mais on ne le connaît pas vraiment. Donc c'est difficile de juger. Donc c'est pour ça qu'on veut offrir cette plateforme aux sportifs. En tout cas, je vous remercie beaucoup de venir passer ce message sur notre plateau. C'est vrai qu'on essaye de donner beaucoup de temps de notre côté aux invités pour essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Et je vous invite, chers téléspectateurs, à aller voir ces petites capsules parce que c'est vraiment très bien fait. Vous soutenez également, Johan, une plateforme de sharing pour que les gens se rencontrent. Vous êtes un créateur de ponts, une association, plein de choses et plein de pistes de reconversion. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout évoquer dans cette émission parce qu'on a d'autres matchs à résumer, Johan, mais vous serez le bienvenu quand vous souhaitez revenir sur le plateau de Téléclub. Johan Jouroux, vous qui suivez les parcours des équipes suisses dans les compétitions européennes, vous avez, on imagine, regardé un peu Zurich. Qu'en avez-vous pensé? Très belle campagne. Je dois dire que j'étais assez surpris même, d'ailleurs, d'arriver jusque-là. Après, c'est vrai que de rencontrer Napoli, c'était un peu compliqué. Et surtout que Napoli est une équipe qui est en pleine confiance et a vraiment des joueurs de qualité, je pense, bien au-dessus de Zurich. C'est difficile. Mais en tout cas, je ne trouve pas qu'ils ont été ridicules. Loin de là. Zurich, il y a un joueur que vous connaissez aussi très bien. Vous avez aussi évolué à 20 reprises en équipe nationale. Ça tombe bien comme un entraîneur même. Et puis maintenant, il est entraîneur. Alors justement, votre regard sur l'entraîneur ludomanien. C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant parce que Ludo, moi, je le vois un petit peu sous j'ai une autre image de Ludo. Laquelle Non, elle est très très bonne. Mais c'est vrai que Ludo, c'est plutôt le clown en fait. C'est plutôt le gars qui nous raconte ses histoires, qui nous fait rire et vraiment on est par terre. Dans les interviews, il continue à le faire. Exactement, et je le vois, il a toujours cet aspect, cet esprit un peu joueur qui taquine. Mais non, mais honnêtement, c'est magnifique pour Ludo parce que je pense qu'il a, encore une fois, une énorme connaissance du foot. Et c'est toujours pour moi, c'est toujours un petit peu dans ce passage de messages, de donner aux plus jeunes, d'instruire. Et c'est vrai que Ludo le fait de très belle manière parce qu'il a d'ailleurs en plus déjà gagné la coupe avec Zurich contre Bâle. Donc il faut dire que pour lui, ça marche plutôt pas mal. On voit de nombreux entraîneurs suisses sur les bancs cette saison de Super League. Ça nous réjouit. Est-ce que vous, c'est un chemin que vous pourriez suivre? Écoutez, aujourd'hui, c'est dur de vous répondre. C'est vrai que moi, les jeunes,
tout ce qui est justement, comme je l'ai dit avant, cet aspect, on va dire plutôt mental, cet aspect de bien-être et cet aspect aussi, bien sûr, de donner ce que j'ai vécu, mais plus pour les jeunes, pour qu'ils aient justement cette continuité pour plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, après, je ne sais pas si je prends cette voie-là, est-ce que je me vois aller plus loin? Je ne peux pas vous répondre, mais en tout cas, les jeunes, ça m'intéresserait. Je voulais vous demander s'il y avait aujourd'hui, à vos yeux, un joueur qui vous éblouit particulièrement sur la planète football. Moi, je resterai avec Messi. Je pense que Messi est le joueur pour moi qui incarne vraiment le football. C'est-à-dire dans sa simplicité, dans ses gestes, dans sa vitesse d'exécution. C'est Messi, c'est du football, c'est de l'art. Et c'est le joueur que j'apprécie vraiment. Parfait. Une indication, on me signale dans l'oreillette en live ticker que c'est toujours 1-0 pour Arsenal contre Manchester United. Parfait. Et puis toujours au sujet de football européen, puisque ça reprend cette semaine avec les huitièmes de finale retour. Vous avez un favori? Aujourd'hui... Pas simple, hein, il y a des surprises. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises, mais je dirais que Barcelone a, pour moi, je pense, l'équipe pour aller au bout. Je l'espère.